Allez, on s'intéresse évidemment à l'actualité, hein, mon cher Jacques, avant de joindre un peu plus tard. Vous avez vu l'agenda de Mara? Il a un gros... C'est le monsieur de notes. C'est le monsieur de dossier, en fait. Moi-même. Rempli de notes. C'est le monsieur dossier. Dadis, de retour à Conakry, on l'a appris. Ça trempe déjà à la BNG. Oui. Ah. Oui. Allons-y. Voilà. Mais Jacques, il est tout beau, comme un jeune marié, tout frais ce matin. J'aime bien. Merci beaucoup, messieurs. Allez-y, donc, mon le cher capitaine Moussa Dadis Camara est finalement arrivé, je crois, le week-end, comme cela avait été voulu par quelques avocats et je crois quelques commentateurs de l'actualité. J'étais de ceux-là. Et puis, son arrivée, si vous voulez, peut accélérer les choses. Même si les questions qui étaient soulevées au départ, des questions d'ordre légal que les professionnels du droit ont pu expliquer très clairement, en tout cas on était convaincus qu'effectivement il fallait encore un peu plus de temps si on voulait respecter les règles. Mais des possibilités ont été offertes puisque Dadis a érigé domicile dans un cabinet d'avocats ici à Conakry. Je crois maître Sampil, l'ancien bâtonnier de l'ordre des avocats. Donc c'est dans ce cadre qu'il est arrivé à Conakry. Il y a beaucoup d'interrogations désormais puisque depuis le week-end, le pool des avocats qui le défend, mais également des avocats qui défendent Thieboro et Pivi ont fait une communication dans laquelle c'est comme s'ils alertaient l'opinion sur ce qui s'est tramé. Je crois ce matin, je parlais avec quelques professionnels qui parlaient du débat actuel autour de l'article 252 du Code de procédure pénale qui voudrait en substance que des personnes poursuivies dans ce genre de situation puissent se constituer prisonniers à quelques jours, n'est-ce pas, de l'ouverture du procès. Nous sommes donc à quelques jours de l'ouverture du procès, disons à 48 heures maintenant. Donc il était attendu de la part de certains magistrats que Dadis et puis les autres se constituent prisonniers et à partir de là qu'ils puissent répondre, n'est-ce pas, à leur convocation. Après, il y a beaucoup de risques aussi derrière puisqu'il s'agit quand même de Dadis. On peut tout lui reprocher, il a quand même été le dirigeant de ce pays puisque son domicile est identifié. D'autres s'inscrivent donc dans cette dynamique pour dire il a érigé domicile dans un cabinet. Ce sont des personnalités connues qui ont des domiciles connus qui peuvent donc rester chez eux et puis répondre régulièrement des convocations qui leur seront adressées devant le tribunal ad hoc de Dixine qui a été mis en place. Même si derrière, il y a aussi la question de justice puisque ça apparaît tout le temps. Vous avez Dadis et les autres qui sont restés dehors. Il y en a même qui ont travaillé avec le régime d'Alpha Condé, alors que vous avez quand même les commandants ou capitaine Marcel qui sont en détention depuis 12 ans ou 12 ou 13 ans et puis Toumba Diakité depuis 2017. C'est donc beaucoup d'années que ceux-ci ont passé en détention. Il y a donc cette question de justice qui va tout de suite transparaître dans les débats. C'est vrai de dire, bon, Dadis, il peut rester en liberté et puis les autres. Oui, mais c'est là. Et alors que les autres sont en détention, c'est à partir de la maison centrale qu'ils vont répondre des convocations. Donc, mais je pense que le débat doit porter essentiellement sur le respect de la procédure. Et de ce que j'entends, c'est que les avocats veulent, si vous voulez, se cramponner sur l'esprit de l'article 252. C'est vrai. Non, l'article 252 dit clairement qu'ils doivent se constituer prisonniers, mais il y a des conditions pour qu'ils se constituent prisonniers. Et je crois que ces conditions-là ne sont pas encore remplies. Peut-on s'attendre à l'incarcération de Dadis? Au fait, c'est une éventualité. Bien. C'est une éventualité. Demain, de toutes les façons, ils doivent être présentés, ils doivent répondre. Ils doivent être présentés. On a tellement tourné autour du pot en Guinée que c'est juste incroyable. Tout ça, il est justiciable parce que peut-être son rang, on peut se dire, bon, on peut le mettre en résidence surveillée, mais tout est possible aujourd'hui, Madame Hiro. Oui, on peut le mettre éventuellement en résidence surveillée. Ce que Jacques dit, c'est une éventualité, tout est possible. Normalement, il devrait se constituer prisonnier. Mais vous savez, hein, dans ce dossier-là, il y a eu tellement d'injustices. En fait, depuis le départ, hein, on a constaté que réellement, il n'y a jamais eu de volonté politique pour que se tienne ce procès avant, sous l'ère Alpha Condé. Parce qu'on a vu que Dadis a été déposé du côté de Ouaga comme un colis. La volonté était de l'éloigner de la République de Guinée. Il a toujours manifesté la volonté
de rentrer au pays pour répondre éventuellement des accusations qui lui seraient reprochées dans le cas du 28 septembre, parce que c'est lui qui tenait à l'époque les rênes du pays quand ce drame s'est produit. Mais il y a eu, comme je le dis, il y a eu du 2 poids 2 mesures, de l'injustice. Certains qui étaient là, dans les rouages du pouvoir, d'autres qui sont détenus en prison, d'autres qui sont éloignés du pays, qui sont même empêchés de rentrer au bercail. Je pense que la nouveauté, c'est ce dont il faut se réjouir aujourd'hui avec... Parmi les inculpés, il n'y a plus personne à l'étranger. Non, je ne te parle pas de maintenant. Je te parle de l'ère Alpha Condé, où les gens voulaient rentrer au pays justement pour répondre de leurs actes, mais on ne leur a pas donné la possibilité de le faire. Pendant ce temps, d'autres travaillaient avec le régime et il y a d'autres qui étaient détenus, d'autres encore qui étaient détenus en prison. C'était de l'injustice en fait par rapport à ce qui s'est passé. Si vous voulez punir des gens, tout le monde doit être, qui ont commis, qui se sont retrouvés, qui ont trempé dans la même histoire, tout le monde doit être puni de la même manière s'il faut le faire. Et surtout que pour l'instant, on ne pouvait pas les punir. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas de procès, il n'y avait pas de procédure régulière à la matière. Oui. C'est ce que je veux dire par rapport à cette situation. Ouais. Et aujourd'hui, je pense que c'est un tournant historique qui va s'opérer en République de Guinée. Ça dépend de ce qu'on va faire de ce procès. Il est important qu'on fasse de ce procès quelque chose d'historique réellement, comme on l'appelle, que ça ne soit pas une sorte de théâtre. Exact. Qu'on ne fasse pas du théâtre avec ce procès. Parce que c'est des craintes, même des politiques. Justement, voilà. Il faudrait pas qu'on fasse de la manipulation. Ouais. Il n'y a pas eu de volonté derrière. Ce dont le CNRD pourrait se réjouir, c'est de faire en sorte qu'il y ait vraiment de la justice. Exact. Il y ait une vraie justice, que personne ne soit lésé dans ses droits, que la justice soit dite, que chacun puisse avoir les avocats qu'il faut, que le droit soit dit, que chacun ait sa défense. Ceux qui sont déjà en prison, pendant combien d'années, qui ont fait 12 ans en prison, que faut-il faire pour ces personnes-là? Pendant que d'autres étaient en liberté, pendant que d'autres étaient dans les rouages du pouvoir, il y a eu trop d'injustice en la matière. C'est le moment comment on appelle, de sortir de la mauvaise graine, de livrer, de faire en sorte que les Guinéens, je pense que ça va être une très belle chose si nous réussissons le procès du 28 septembre. Il y a eu tellement de... La Guinée a une histoire de violence. Il suffit de poser un bon acte pour mettre de la baume au cœur des Guinéens. Ils en ont besoin. Et je pense que ce procès-là, en quoi il est historique, Lamine, imaginez une centaine de femmes violées à ciel ouvert par des compatriotes censés les protéger. Je pense que si le droit est dit dans ce dossier, ce sera une belle chose. Ce serait de belles pages de l'histoire de la Guinée qu'on aurait réussi à écrire. Et on n'a pas droit à l'erreur. On n'a pas droit à l'erreur. Mais moi, je me pose quand même des questions parce qu'un procès d'une telle envergure, c'est beaucoup de moyens. C'est beaucoup de formation. C'est beaucoup de préparation. Est-ce que tout est déjà en place? On a écouté récemment le porte-parole du ministère de la Justice, M. Kairaba, qui nous disait que tout est préparé, que tout côté formation, côté équipement, côté... Je sais qu'on a par exemple la CPI qui accompagne le déroulement de ce procès. Il y a le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme qui est là aussi. Comme je le dis, tout le monde, en fait, les regards sont braqués sur la Guinée. À partir du 28 septembre, on n'a pas droit à l'erreur. Et la presse aussi guinéenne est là pour veiller, savoir réellement ce qui va se passer. On n'a pas intérêt à faire de la théâtralisation parce qu'on n'en a pas besoin. Justement, c'est l'autre crainte. Voilà, mon cher Tamba Zakari Milimono, Dadis à Conakry, fin prêt pour affronter la justice guinéenne. Il l'a demandé plusieurs années durant. Tout le règne du professeur Alpha Condé durant, le capitaine Dadis a demandé à rentrer et à apporter sa part de vérité. Je reviendrai certainement là-dessus, Lamine, mais je veux commencer par dire, voici une actualité qu'il faut acclamer. Voici une actualité qu'il faut acclamer. Quand vous avez lu quelques lignes de témoignages de personnes qui se veulent victimes de ce massacre. Parce que le mot il est bien choisi quand vous entendez la description qu'il y a autour. Quand on parle de massacre du 28 septembre, quand on vous explique ça, il y a une histoire similaire qui est même actuelle. C'est au Kivu, en République démocratique du Congo, avec ces groupes armés qui surgissent parfois et qui s'en prennent aux femmes, et parfois avec une telle bestialité, avec une telle violence. C'est sans commune mesure. Alors, quand vous entendez des gens vous dire « j'étais là et j'ai vu », à ce moment, vous n'avez que des sueurs froides
Et 13 années durant, on a dénié aux Guinéens, aux Guinéennes, le droit d'accéder non seulement à la justice, mais aussi à la réparation. Pendant 13 années. C'est quand même une situation particulière. Moussa Hiro parlait de femmes violées à ciel ouvert. Il y a des témoignages qui veulent même que certaines aient été poursuivies, que d'autres aient été séquestrées, qu'on en a fait ce qu'on a voulu et qu'on l'a pleinement assumé. Ce procès va certainement permettre de connaître la vérité dans cette affaire, de faire la lumière pour rendre à chacun ce qui lui est dû. C'est l'expression d'une volonté politique claire, d'une volonté politique qu'il faut saluer. Moi, j'ai entendu des gens dire, mais Charles Wright, est-ce qu'il sait dans quoi il met le nez? Ce serait tellement profond, ce qu'il y a à savoir dedans. Les implications sont, les imbrications sont tellement alambiquées que à la fin, on a comme l'impression que, vous savez, vous connaissez le proverbe, je crois que c'est un panier à scrap. Je ne me rappelle plus l'auteur, mais il disait, à beau vouloir fouiller en terre, on finit par déterrer le crâne de sa grand-mère. Ce qui se cache sous ce procès du 28 septembre est certainement très hideux, mais surtout très effroyable. Je crois que c'est ce qu'on a voulu éviter tout ce temps. Il fallait beaucoup de courage, à la fois au niveau du CNRD, mais surtout au niveau du ministre de la Justice, pour porter à bout ce projet-là. J'ai vu le coup d'accélération lié aux travaux. Les travaux sur la bâtisse devant abriter toutes les audiences. Mais au-delà de cela, depuis que Charles Wright a pris les rênes du ministère de la Justice, on voit bien qu'il y a cette volonté. Même quand on semblait douter, il était ferme là-dessus. Ça aura bel et bien lieu le 28 septembre. Et si le procès s'ouvre, tel qu'annoncé, tout porte à le croire désormais, maintenant que Dadis Camara a pu rallier Conakry à cette fin-là. Moi, je dis encore une fois, c'est un ouf de soulagement pour les victimes. Imaginez 13 années que vous avez été victime d'un tel forfait et que l'État ne s'est pas bougé. Il y a quand même des questions qu'il faille aujourd'hui se poser. C'est par exemple celle de la responsabilité des différents acteurs. Moi, je me pose toujours cette question qui est plutôt politique, qui n'a rien à voir avec le procès en tant que tel. Mais à qui a profité le crime du 28 septembre? Ça, c'est une question première qu'il faut se poser. Et pourquoi sur toutes ces années, 2013, consacrée année de la femme et année de la justice, par Alpha Condé lui-même, pourquoi rien n'a été fait pour permettre l'ouverture du procès? Ça, c'est par exemple une question qu'il faut se poser. Une deuxième question. C'était le cas de Dadis, même s'il n'y aura plus de poursuites. 2015-2020, c'était le mandat dédié aux femmes. Et bien voilà. Vous vous rendez bien compte que, et finalement, mon cher Lamine, vous rendez bien compte qu'un président, s'il arrivé par effraction, reçoit une balle en pleine tête, le principal accusé est connu, là où il est connu, ce n'est que quand on le désire qu'on va lui mettre le grappin dessus. Et donc, moi je pose la question encore une fois, qui était derrière tout ça? Pourquoi sous toute ces mandatures, on n'a pas pu entendre les gens autour de ces responsabilités, là. Et l'autre préoccupation, Lamine, quand il y a un tel procès, on sait que ça implique il y a beaucoup d'enjeux, ça implique beaucoup d'intérêts, et ça veut dire aussi que le témoignage donc des témoins, la communication et la version des témoins est sacrée, elle est précieuse dans le cadre de ce procès-là. Il faut absolument les protéger. Trouver le moyen de protéger les témoins dans ce procès-là. Parce qu'on va dire il n'y a pas de risque, on est habitué à la banalisation, mais il ne faudrait pas que des témoins clés disparaissent entre-temps, ou qu'ils soient tout simplement intimidés et qu'ils hésitent à prendre la parole. Il faudrait que les témoins soient protégés pour que la lumière soit faite sur ce procès-là. C'est important de le faire, mais au-delà des témoins, c'est carrément une situation où il faudra mettre des moyens. Certes, nous avons la communauté internationale qui suit cette actualité-là. C'est une grande avancée, en tout cas pour les droits de l'homme, les droits humains en Guinée. Mais, je le dis encore une fois, l'État lui-même, au-delà du discours, doit pouvoir consentir tous les efforts qu'il faut pour que les témoins soient protégés, pour que les procès aient lieu,
pour que toute tentative de corruption également soit étouffée par le fait que chacun sera traité conformément à la cause qui est poursuivie. Voilà, Tamba Zakari Milimono. J-48, Mohamed Mara. Dans quel état d'esprit Dadis peut se retrouver en ce moment, mon cher Mohamed? Je ne saurais le dire. Très honnêtement, tout dépend. Je ne saurais le dire très honnêtement parce que tout dépend de ce que Dadis sait de sa propre responsabilité ou non face à ce qui s'est passé. Et pour le moment, bien malin qui pourrait vous dire quelle a été la responsabilité personnelle immédiate de Moussa Dadis Camara dans ces massacres. Ce que l'on sait par contre, c'est une forme de responsabilité politique. Ça, on le sait avec assurance puisque cela s'est passé sous son régime. Et d'ailleurs, il n'a jamais fui d'assumer celle-là, la responsabilité politique de ce qui s'était passé, même si il a aussi clamé à plusieurs reprises que c'était un coup monté qui visait plutôt à le salir, à le dégager du pouvoir, puisqu'il ne voulait pas se plier à certains agendas. Alors, moi, je salue l'arrivée enfin de ce procès. Même si on se souviendra que Toumba Diakité n'a pas été arrêté parce qu'il a logé une balle à la tête d'Adis Camara, mais parce qu'il commençait, attention, rappelez-vous l'époque, il commençait même à devenir une menace pour le régime de Conakry d'alors. Certaines prises de position, des interviews déjà qu'il commençait à accorder, notamment à RFI ou à d'autres médias. Alors, il a été ramené à Conakry. Ce qui est bizarre, c'est que même dans les cas de terrorisme, et même en pareil cas, généralement, on dispose de 2 ans maximum de détention provisoire. Il faut quand même aller vers un procès. Ça n'a jamais été le cas. Et on a eu le sentiment pendant très longtemps qu'il n'y avait véritablement pas de volonté d'aller vers ce procès. Moi, j'en ai eu le cœur net lorsque Maître Cheikh Sako, qui était très volontariste sur la question, a donné des dates et s'est vraiment heurté à un mur. Alors, est-ce que c'est parce qu'on avait peur et ça aussi, c'est possible. Et si c'est le cas, il faudrait saluer alors là le souci que l'ancien président avait. Est-ce qu'il avait peur que ce procès ne soit un moment tellement sulfureux qu'il pourrait mettre davantage en mal le social guinéen? Tout dépend, à mon avis, de la manière dont le procès sera tenu, dont l'encadrement de tous les événements va s'opérer en réalité. Vous parliez tantôt, Madame Hiro, notamment de formation. Oui, la formation du personnel judiciaire, les magistrats, les huissiers, des magistrats aux huissiers, en passant par les greffiers, tout le monde. Parce que là, on parle de procédures spéciales. C'est important, mais ce ne sont pas des bleus. C'est avant tout quand même des gens qui sont diplômés de facultés de droit, qui ont fait des écoles de magistrature. En réalité, ce sont des choses déjà vues. Il va falloir renforcer ces capacités-là, maintenant que ces gens sachent que l'histoire les regarde. Que l'histoire les regarde parce que le 28 septembre, quels que soient les coupables, c'est quelque chose d'horrible, quelque chose d'abominable contre l'espèce humaine. Et quels que soient les origines, et quels que soient les buts et les objectifs visés par ces massacres, j'ai comme le pressentiment qu'il y aura beaucoup de surprises. On est en train de regarder généralement dans une seule direction depuis 13 ans. Je doute fort que des noms, autres que même ceux-là que l'on connaît aujourd'hui, qui sont là, arrivent à sortir pendant ce procès. Et la Guinée, ce procès, j'ai l'impression que 6 à 8 mois ne suffiront pas. Je crains qu'à la suite, il y ait même des mandats d'arrêt internationaux contre certains Guinéens. Vous risquez d'être surpris. Parce qu'en politique, il faut s'attendre à tout. Moi, j'aimerais quand même revenir sur ce que tu as dit pour Dadis. Résident surveillé. Dadis est déjà surveillé depuis le moment où il avait pris une balle, ensuite pour le Maroc, pour Ouaga et pour Conakry. Et depuis qu'il a mis les pieds sur le tarmac à 1h du matin avant-hier, Dadis est déjà un homme surveillé. Mais je comprends très bien l'inquiétude parce que c'est vrai, Dadis en pleine agglomération. Je pense même que si il n'est pas en prison, je pense que Dadis sera dans une autre résidence, probablement. Moi, je pour pense sa propre quiétude. Je pense plus, au lieu même de parler de résidence surveillée, il faut parler de résidence protégée. Parce qu'avec une telle volonté, le départ de Dadis, ça a été un départ ourdi, orchestré par plusieurs puissances importantes. Et donc, qu'il veuille ouvrir la parole, c'est un témoin
Même s'il est présenté Jean Menet. Les grandes gueules. Je veux vous rappeler les conditions troubles dans lesquelles le fils de Dadis Camara avait été assassiné. Ouais. Cet assassinat n'a jamais donné tout son secret. On n'a jamais su exactement tout ce qui s'est passé. Au Canada, il faut. Et Dadis au Canada. Ouais. Et qui plus est dans un tel pays. Ouais. Et Dadis Camara dans une piscine, ouais, justement. Et Dadis Camara, quoi qu'on en dise, c'est à mon avis, c'est plus sur ce qui s'est passé que ce que nous pensons. Vous vous rappelez à l'époque vos propres reporters qui étaient en direct déployés sur le terrain. Exact, on parle d'arrivée de jeunes gens à travers des minibus qui ont commis des exactions parce qu'on a vu des jeunes gens quand même arriver. D'où venaient-ils? Certains pensent que c'était de Kalia, d'autres pensent que non, ils ne portaient aucune uniforme, et ainsi de suite. Et ces blessures, toutes ces blessures, notamment par arme blanche, ça laisse à réfléchir. Quand on sait l'environnement immédiat de la Guinée, la Sierra Leone, le Libéria à l'époque, attention, ce n'étaient pas les pays normaux que nous avons aujourd'hui. Donc, à mon avis, je serais surpris que ce qui s'est passé au stade n'ait pas été planifié, au-delà même de la junte. Je pense, planifié par la junte ou pas, je pense qu'il y a forcément des intelligences, peut-être hors du cercle même de la junte, hors même du cercle guinéen. Et là, Dadis Camara, il faudra le protéger. Dadis a besoin d'ailleurs d'être protégé contre lui-même. Ça, on n'en reviendra jamais assez. Mais Dadis, à mon avis, devrait être protégé. Surprotégé. Et surprotégé. Parce que si on veut tout savoir, et tu parlais des témoins, c'est vrai. Mais n'oublions pas déjà, et ça, je l'ai apprécié. On n'a pas fait beaucoup attention à cela. Je crois jeudi ou vendredi, une loi a été votée dans le but de protéger les témoins, les victimes elles-mêmes. Parce que les victimes, leur cas, moi j'ai des frissons quand je pense à une femme qui était quand même violentée de cette manière. Il faut la protéger contre deux abus, deux risques. D'abord contre sa propre famille. C'est vrai, il y a des femmes qui ont perdu leur foyer. Il y a des femmes qui ne peuvent plus se regarder. Dieu seul sait qu'est-ce qu'elles ont dû faire pour échapper à un suicide, pour échapper... Parce que heureusement que la FIDH était là. Et heureusement que la communauté internationale... Elles sont très fortes aujourd'hui. Elles ont dépassé ce cap. Aujourd'hui, elles te parlent à visage découvert. Je suis d'accord, mais attention. Hier, nous parlons d'un moment où on va rouvrir les plaies. Oui. Nous parlons d'un moment où il faut... C'est pas pour rien d'ailleurs que même pendant le procès, les visages, sauf pour quelques-unes qui vont vouloir parler à visage découvert. Mais sinon, elles seront protégées. Parce qu'attention, le regard de la société va être autre. Après cela, nous sommes dans un contexte où, même si, vous avez vu en Guinée combien de fois parfois on reproche à une victime de viol qu'elle soit mal habillée, nous sommes dans cette société, qu'on le veuille ou non, il faut les protéger. Bien. Allez-y, mon cher Diba Minimono. Oui, tout à fait. Sur la volonté de Dadis à se présenter au procès, le débat ne se pose plus. Il a dit depuis des années qu'il attendait ce procès. Il nous l'a dit d'ailleurs à Ouagadougou. Justement, depuis Ouagadougou. Maintenant, ce qui vient de ressurgir par rapport à ce qui va se constituer en prisonnier la veille du procès, et le débat se pose. Il est quand même convoqué demain. Justement, il est convoqué demain. Il est convoqué demain. Et c'est là la crainte, puisque on dit à la veille de procès, normalement, l'article qui est là, c'est clair, on dit que l'accusé qui a été mis en liberté ou qui n'a jamais été détenu au cours de l'information doit se constituer prisonnier au plus tard la veille de l'audience. Et donc l'audience c'est le mercredi, c'est le 28. Et s'il est convoqué le mardi, est-ce qu'un mandat de dépôt va lui être décerné sur place? Sauf que lui a été contraint à ne pas se présenter devant la justice. C'est la seule différence avec les Kéboro et les autres. Parce que aujourd'hui, ce que ces avocats disent, que il y a un vide juridique, le législateur n'a pas défini clairement cette disposition dans nos règlements pour dire est-ce qu'une personne à la veille de son procès doit se constituer en prisonnier. Dans le faisant, ça va être une première dans l'histoire de la Guinée. Et donc pour la sérénité du procès, pour la paix, il conseille aujourd'hui au parquet du tribunal de Dixine, puisque c'est la compétence géographique, de se garder, d'aller dans une telle approche, mettre Dadis en prison à la veille d'un procès. Maintenant, demain, il est convoqué parce qu'on ne peut pas quand même détenir une personne sans un mandat. Bien sûr. Est-ce que demain, le mandat va lui être décerné pour dire, monsieur Dadis, vous devez être placé sous mandat de dépôt à la veille de votre procès, et donc le mercredi, à partir de la prison, vous allez vous présenter devant le juge. Est-ce qu'on va être dans un tel scénario? C'est la grosse question qu'on va se poser. Puisqu'on aura l'un de ses avocats conseillers dans cette émission, eh bien, il va essayer de nous éclairer parce qu'eux, ils disent aujourd'hui, il y a l'amalgame autour de la loi. Le pôle de juge qui allait en 2017 l'écouter, pour eux, c'est ceux-là qui ont montré leurs limites et que c'est cette limite que le parquet aujourd'hui veut corriger. Est-ce que c'est la même dynamique
C'est la question qu'on se pose. Mais moi, c'est une question de bon sens, Lamine. On a attendu 13 années. Finalement, Dadis est venu, il s'est présenté parce que l'un de ses avocats, qui n'a pas été retenu, disait dans ce studio qu'il faut attendre 3 mois. Parce qu'il y a une disposition qui disait que si vous n'êtes pas sur le sol guinéen, en fonction de la distance avec la juridiction compétente, qu'il faut aller attendre 3 mois. Et Dadis est rentré au pays. Je pense pour 2 journées, il faut se garder de tomber trop dans d'une question d'interprétation assez juridique des choses et attendre que le concerné se présente le mercredi devant le juge. Maintenant, sur ceux-là qui attendent, parce que Dadis, c'est par commandement sa responsabilité. Au moment des faits, c'était lui le président de la transition. Il y en a beaucoup sur les 14, c'était par commandement. Aujourd'hui, on a essayé de mettre en avant leurs responsabilités. Mais n'oubliez pas, qui était le ministre des Sports à l'époque? Parce que dans le rapport des Nations Unies, c'est un rapport de 600 pages. Les responsabilités sont mises en avant en cascade. Le ministre de la Santé d'alors, parce qu'on accuserait l'hôpital Ignace Dine à l'époque, qu'ils auraient refusé de recevoir certains blessés, et que les militaires auraient menacé de dire, si vous recevez des blessés, eh bien on vient fermer l'hôpital. Donc il y a des noms qui sont cités dans ce rapport. Est-ce que tout ce beau monde va se présenter devant le juge? Et donc je pense que c'est un procès historique, parce que c'est Dadis son voix. Au-delà de Dadis, au-delà de cette responsabilité par commandement, il y a beaucoup de responsabilités des ministres, des directeurs généraux, des personnes même qui sont dans des sociétés privées. Donc je pense que c'est un procès qui va toucher toute une génération dans ce pays, et en le faisant, je pense que c'est un message qu'on va envoyer, parce qu'une personne qu'on condamne, ce n'est pas lui on sanctionne, mais ce sont les autres qu'on condamne à travers lui, parce que lui déjà, il est appelé à disparaître. L'un dans l'autre, je crois, le CNRD tient quelque chose, et ce procès-là va les permettre encore davantage, sur le plan politique, de se donner une image et de gagner encore plus de temps, parce que les gens vont se dire, attention, on est à la croisée des chemins. À un moment donné, il faudrait qu'on puisse passer de l'éponge sur tout ce qui s'est passé, parce que ça fait aussi partie des recommandations de ce comité des assises qui avait été mis en place. Il faut aller rapidement vers le procès du 28 septembre, sans compter que la loi qui a été votée tout récemment, ça fait aussi partie des recommandations de ce comité sur les assises. Je pense qu'on est aujourd'hui regardé sur la scène internationale. La Cour pénale internationale va rejoindre Conakry dans les heures qui suivent pour le monitoring. On n'a pas droit à l'erreur. Je ne pense pas qu'il y aurait des règlements de compte, parce que ceux-là qui sont aux affaires... Ce sont des craintes d'ailleurs. Des craintes, justement. On a peur un petit peu de la TF. Bon, il y en a peut-être ceux dont on cible. Peut-être aujourd'hui, c'est des témoins dans ce dossier. Ce sont des témoins. Maintenant, Dadis, qu'est-ce qu'il a à perdre? N'oubliez pas que quoi qu'il en soit, il a une forte personnalité. L'histoire, c'est qu'il a été à un moment donné président de la transition. Il y a des personnes qui s'identifient à lui. Et les gens sont conscients de cela. Et je pense qu'on va se mettre au-dessus des choses et laisser la justice faire son travail sereinement. Je pense que cette transition, elle est mieux placée pour faire ce travail. Parce que si les politiques viennent au pouvoir, je pense qu'on risque de renvoyer les choses au calendrier. Mon cher Antoine, la Guinée face à l'histoire, à 48 heures, mon cher ami. Oui, c'est un défi lancé à tout le monde, toutes les corporations, et à la presse, aux magistrats, aux avocats. J'imagine déjà le duel qu'il y aura entre avocats. Je sais qu'il y a beaucoup qui, dans ce procès, voudront se révéler au grand public. Je me souviens que Maître Béa, on le connaît aujourd'hui parce qu'il y a eu ce procès contre l'attaque contre le domicile d'Alpha Condé à l'époque. Il s'est affirmé, lui et Mohamed Traoré. On a vu ce duel qu'il y avait entre collectif d'avocats et bien d'autres. Donc je me dis que puisque le procès du 28 septembre est devenu un procès historique, ce sera médiatisé, ce sera vu à l'international. Il est évident que chaque avocat, chaque magistrat voudra forcément faire bonne prestation en vue d'être apprécié. Donc du spectacle. Forcément, chacun voudra défendre son... Justement, c'est ça. Il y aura de la qualité parce que chacun prendra la peine de se préparer pour ne pas paraître ridicule aux yeux du monde. Forcément, les clients vont être défendus comme cela se doit, même s'il n'y a pas de garantie derrière. De l'autre côté, j'ai vu la déclaration des avocats de Chérif Diaby, de Thiébouré et tout cela. Vu l'empressement, vu la manière par laquelle ils ont fait ce communiqué, je crains fort que leurs clients demain ne quittent pas la cour d'appel libre. Je sais une chose, la méthode par laquelle ils ont procédé pour communiquer dans la presse, leurs clients seront privés de liberté demain. Demain, non, je le dis, c'est tellement évident. C'est pourquoi ils sont convoqués. Les avocats, vous le savez, ils sont dans le secret des dieux, ils savent ce qui se passe. Si se sont empressés pour alerter la presse
par rapport à ce qui se prépare. Attention, c'est une stratégie, hein, c'est une fuite en avant. Voilà, et n'oublions pas que l'un de ces inculpés a été ramené à l'aéroport international de Conakry il y a juste quelques jours. Et on disait non qu'il allait en mission. Il a fallu qu'on le chope là et qu'on le ramène. Donc il y a des risques. J'imagine qu'ils savent ce qui va se passer. Voilà. Je pense que Djiba a été clair dans la lecture de son article. À la veille de procès. Je n'ai fait que relayer. Il n'a pas tout lu. Il n'a pas tout lu. J'ai pas tout lu. Voilà. Et demain tout sera clair. Je pense que les Théodoro, Pivi, Chérif Diaby et compagnie, je ne crois pas que demain qu'ils sortent libres de leur audition auprès du greffe. Il y a le cas d'Addis Camara qui a été évoqué. Dadis, il est évident qu'il sera privé de liberté. Il est déjà. Parce que certainement, j'apprends qu'il est dans une villa cossue de Conakry, on ne sait pas où. C'est tenu top secret. Les grandes gueules. La mine, c'est le cas de certains ténors du CNDD. C'est Kouba Konaté par exemple. Mais non. Non, attendez. Mais non, attendez. C'est Kouba. Il n'est pas inculpé. Il n'est pas inculpé, non. Vas-y, tu es sur la bonne voie. Tu es sur la bonne voie. Tu es sur la bonne voie. Là, ne laisse pas te dérouter. Voilà. Il sait faire des signalements. Maintenant, le moment de parler est arrivé. J'ai cité une surprise. Si Pivi est convoqué à comparaître, c'est bon est amené à comparaître. Antoine. Mais quid du ministre, du tout-puissant ministre, vice-président du CNDD et ensuite ministre de la Défense, qui à l'époque, comme par magie, était hors de Conakry. Ben voilà. Attendez, non. Et l'un des politiciens aussi. Comme un autre opposant à l'époque. Un autre opposant à l'époque. Justement, qui miraculeusement n'était pas là. Je vais venir sur son cas, attendez. Donc, c'est comment qu'on était comme par magie, n'était pas à Conakry le jour des massacres, et comme par magie, n'était pas à Conakry le jour où on a tenté à la vie de Dadis Camara. Et chaque fois qu'il y a un événement majeur en Guinée, Sekouba était hors du pays. C'est ce qui paraît quand même paradoxal. Et on a décerné des mandats à tout le monde, sauf à lui. Et à un moment donné, il a ouvert la bouche pour dire qu'il est prêt à dévoiler la liste de ceux-là qui sont impliqués dans le massacre. À l'époque, souvenez-vous, des médias avaient relayé. On a vu que certains Guinéens les grandes gueules. C'était empressé pour aller dire, mon ami, tu vas faire quoi là? Ferme ta bouche. Donc, il y avait eu des craintes à l'époque par rapport à des choses qui auraient pu être révélées. Mais c'est Sekouba, pourquoi on dit qu'il était dans un état second? C'est pourquoi il avait parlé comme ça. Donc, aujourd'hui, si Sekouba était appelé à s'exprimer dans ce procès-là, en qualité de témoin ou soit d'inculpé, il est évident qu'il y aura des révélations faites autour de ce massacre. Donc, je me dis une chose, Lamine, toujours par rapport aux déclarations. Je parle de cas d'Addis par exemple, qui au lendemain du 28 septembre a fait la déclaration. Cette interview qui a été faite au CAS de Bellevue avec nos confrères français, dont Djangolo, aujourd'hui on n'en parle pas beaucoup, mais c'est très important. À l'époque, il est revenu sur le comportement de certains, notamment d'Alpha Condé. Il a dit qu'Alpha Condé, lors des massacres, était en train d'errer aux États-Unis. C'est le plus malin. Il a laissé ses amis à Conakry ici pour aller errer. Et il avait, selon ce que Dadis avait dit à l'époque, il a bien monté son courant de partir. Antoine. Alpha Condé. Les grandes gueules. Je comprends les mots de Dadis, c'est pas moi qui le dis, c'est Dadis. C'est une interview que je rappelle. Donc Dadis à l'époque. Non, c'est pas au conditionnel. Je reprends des propos, je parle de mettre au conditionnel. Je dis selon Dadis et j'affirme selon Dadis. Alpha Condé à l'époque était en train d'errer. Je ne dis pas qu'il serait en train d'errer, il était en train d'errer selon les propos de Dadis à l'époque. C'était le plus rusé. Et tout. Donc, est-ce que Dadis à l'époque disait les choses pour le plaisir de les dire ou est-ce que ce qu'il disait était véritablement fondé? Parce que c'était un président qui était au pouvoir. Est-ce qu'il n'était pas aussi dans un état second pendant qu'on y est? Dadis Camara? Les grandes gueules. Je sais pas. Ils sont nombreux, souvent nombreux à être. Voilà, parce que c'est à la mode en fait. Vous faites un truc. Ce qui amène à dire que Dadis Camara ne disait pas du n'importe quoi, c'est la volonté d'Alpha Condé quand il arrive au pouvoir de faire ce procès-là. Est-ce que la volonté était là? Je ne crois pas. Pourquoi Alpha Condé n'a pas fait ce procès durant 11 années? C'est la grosse question parce que beaucoup estiment qu'Alpha Condé n'était pas innocent dans ce procès, n'était pas sain. Pas que lui. Il y a Sidia Touré qui n'est pas là. Sidia qui était organisateur des manifestations au stade du 28 septembre. Sidia Touré à qui on a versé de l'argent pour l'indemniser à l'époque. On a vu ce document, on a même vu récemment. Pas que Sidia quand même. Non, je vais au cas par cas, laissez-moi finir. Non, mais attendez.
je vais progressivement. Allez-y, Antoine. Comme des sanctions progressives. Donc, je dis, Sidia, les grandes gueules. Sidia avait à l'époque été à l'origine de ces manifestations de rue, de ce mouvement au stade. Sidia Jean-Marie Doré, qui à l'époque disait qu'il avait été contacté par les religieux pour les amener à annuler la manifestation. Mais c'était pratiquement trop tard parce qu'il a voulu rallier ses amis pour leur dire d'arrêter, mais ils avaient déjà franchi le seuil du portail. Alors, Sidia à l'époque, c'est le Dalin Diallo également qui a eu des côtes cassées selon lui. Une bonne partie de ses côtes, lui. Rappelez-vous le témoignage sur RFI, il a dit que ses côtes avaient été brisées par les soldats qu'il avait tabassés à l'époque. Oui, sur la tête, il était beaucoup blessé sur la tête. Sidia aussi blessé. Jean-Marie Doré, n'eût été ses talents de grand karatéka, aurait été tué à l'époque. Donc, il y a eu des versions à l'époque qui, quand même, on a réfléchi sur le rôle de chacun dans ce procès. Donc, par rapport aux indemnisations, il y a eu récemment un témoignage chez nos confrères de Africa 24 de quelqu'un Africa Guinée qui dit, par exemple, que les 2 milliards déclarés officiellement comme montant versé à Sidia et à Cellou, c'était pas que 2 milliards, pas le 9 milliards que ceux-ci auraient reçu. C'est selon nos confrères que c'est un élément, non pas dévoilé le nom de la personne, mais c'est un élément clé de la transition à l'époque. Sans preuve, bien sûr, il faut le rappeler. Mais ce qu'il faut dire, c'est que ces personnalités ont reçu des montants faramineux à titre de dédommagement. Cela signifie quoi? Cela veut dire peut-être que, puisqu'ils ont été dédommagés, à l'issue du procès, est-ce qu'ils doivent encore réclamer des choses dans ce procès-là? C'est la grosse question. Bien, mon cher Antoine, merci beaucoup. Allez-y, pour clore. Je clôt en disant que les personnes à Conakry aujourd'hui, appelées inculpées, pourraient ne pas être les seules à subir dans ce procès. Les personnes présentées comme des témoins ou même comme des observateurs pourraient changer de statut à mesure que parce que je suis prêt à parier qu'il y a des éléments qu'on n'a pas encore dévoilés qui, une fois dit, je pense que certains seront surpris de ce qui va se passer, mais il faut que tout le monde soit à Conakry. Et Sekouba, et Sidia, et Cellou Dalein Diallo, il faut que chacun soit là. Pourquoi ne sont-ils pas là? C'est la grosse question. Voilà. Et allez, complément d'info, Mohamed. Oui, j'écoute tout ça. En fait, ça fait mal d'être replongé dans ces journées assez sombres, lugubres du 28 septembre et suivant pour tout ce qui était à Conakry. Autour de ces événements, Lamine, il y a l'horreur sans nom. Mais je sais aussi qu'il y a beaucoup d'affabulation. Il y a énormément d'inventions. C'est vrai. Je me rappelle de quelqu'un qui disait, je ne sais pas si vous vous souvenez de celui-là qui avait vu Dadis Camara couper la tête de quelqu'un et courir avec. Oui, il y a eu beaucoup d'affabulation comme ça. Mais c'est pour cela que ce procès, à mon avis, on a fait beaucoup de mal à la Guinée. On aurait dû, malgré la douleur, on aurait dû tenir ce procès depuis 2012-2013. Il aurait fallu le faire. Aujourd'hui, le pays aurait retrouvé son calme. Le pays aurait été cicatrisé. Parce que j'ai l'impression que ce qui s'est passé le 28 septembre a plombé l'année 2010 et même les élections. Comme vous le voulez, ça a eu un impact sur les communautés, ça a eu un impact sur les rapports entre politiques et la banalisation plus tard de la vie humaine par les services de sécurité et de défense de ce pays, la facilité parfois pour certains agents à appuyer sur la gâchette, à mon avis vient de là. Parce que l'innommable a été commis. Non, s'il y avait eu des sanctions à l'époque. Les grandes gueules. Non, je suis d'accord. Ça a été très progressif. Je suis d'accord. Il y a eu 2017. Crois-moi, le 28 septembre est déjà en soi une conséquence. La conséquence de ce qui s'est passé. Je suis d'accord. Non, ce dont je parle, le 28 septembre a été le feu d'artifice de quelque chose. Et il aurait fallu, à l'issue du 28 septembre, provoquer quand même une césure. Dire, bon, stop, on réfléchit à ce qui n'a pas fonctionné. Attention, aujourd'hui, vous savez pourquoi on organise ce procès avec autant de facilité? C'est parce que celui qui est aux commandes n'était pas en Guinée, n'était pas dans l'armée guinéenne. Lui, il n'a rien à se reprocher. Mais je suis presque certain que même parmi ceux-là qui le supportent, il y en a dont les dents grincent de voir que ce procès-là va se tenir. C'est ça en fait le problème. Donc il aurait fallu quand même organiser ce procès à l'époque. Je pense que ce procès, il va être éducatif pour tout Guinéen. Pas seulement pour les militaires, mais je vais terminer par ceci. Nous les médias, je crois que les autorités ont commis une faute énorme vis-à-vis de la Guinée en ne prenant pas suffisamment en compte le volet média.
C'est bon de former les magistrats. C'est bon de former les huissiers, tout ce que vous voulez, les greffiers, tout ce que vous voulez. Mais ils ont oublié ce dont le sacerdoce est de relayer pendant ce procès les propos qui seront tenus. Si la presse, pendant cette période, n'est pas mise dans une moule de formation, qu'on ne prépare pas comment on appelle ça, les reporters, les chroniqueurs, les analystes et tout ce monde-là, j'ai peur pour ce qu'on pourrait en faire. Parce que ce pays est un pays de passion. Ce pays est un pays de passion. On regardera d'abord à votre patronyme quand vous allez parler, quand vous allez commenter ce qui va se passer. Et Dieu seul sait où ça peut nous mener. Moi, je dis encore une fois, et je veux donner ce conseil à la presse et à la HAC, pendant toute cette période de procès, chers confrères, donnons plus la parole aux spécialistes, allons moins vers l'émotion, allons plus vers l'analyse que vers les commentaires, parce qu'il y va même de la survie de cette nation. Rarement un événement a aussi ébranlé les fondations même de notre pays. Ouais. Il va falloir faire preuve de beaucoup de prudence et de beaucoup de maîtrise de soi dans l'analyse des faits qui vont nous être présentés dans les mois à venir. Allez-y, mon cher Jacques. Rapidement, parce qu'on parlait de la question de Dadis et puis les autres qui devraient se porter prisonniers, faire prisonniers avant le procès. Ouais. Et j'appuie là-dessus, je crois, Tamba ou Mara avait lâché cela. C'est plus une protection pour Dadis que pour, bien entendu, le condamner ou disons le faire subir déjà ce qui se serait passé en 2009. Parce qu'on a besoin de l'entendre. Vous imaginez, dans la suite de rappels de propos tenus au lendemain du 28 septembre 2009, ce qu'Antoine vient de faire, il y a d'autres déclarations qui avaient été faites et qui, moi, tous les jours, me posent chez moi beaucoup d'interrogations. Il y a Jean-Marie Doré. Au-delà d'avoir dit qu'il avait été karatéka, il a dit ceci: j'ai été protégé par Tiégboro. Il est même allé jusqu'à dire c'est un bon soldat. Et puis Sidia et Selou qui ont parlé de Toumba comme étant celui qui les a sortis de la foule. Ouais. C'est pourquoi il est important, au-delà de Dadis, que Tiégboro et Toumba aussi soient protégés. C'est vrai. Parce que si des personnes qui ont été présentées comme des principales victimes disent qu'elles ont bénéficié d'une protection de ceux qui sont considérés comme principaux accusés, je voudrais vraiment que la parole se libère pour qu'on sache ce qui s'est passé. Merci beaucoup, mon cher Jacques. Allez-y. Et je veux rajouter sur le segment de la protection. Moi, je n'ai pas lu la loi que Mohamed Mara évoquait tout à l'heure. C'est forcément quelque chose que nous allons faire. Mais j'aimerais quand même, je le pense comme ça, eu égard à la qualité de leur contribution à l'éclatement de la vérité, ces acteurs dont Jacques vient de parler, et pourquoi pas peut-être d'autres encore, l'État devrait, sur la période que va couvrir le procès, prendre la responsabilité même de leur vie. Ce qu'ils mangent, ce qu'ils boivent, là où ils dorment, ça doit être de la responsabilité de l'État pendant ce moment-là. On est en train de banaliser ça. Mais on fait 13 années, on n'ouvre pas le procès. Le professeur Alpha Condé est là, il n'est pas inquiété. On sait comment la communauté internationale se lève tout de suite. Vous avez suivi, certains d'entre vous certainement, ont lu Edward Snowden avec Wikileaks. Les fuites qui ont notamment concerné ces câbles diplomatiques qui ont notamment concerné les États-Unis d'Amérique, la France et d'autres puissances comme ça, dans le départ de Dadis Camara. Moi, je dis encore une fois, il faut beaucoup de responsabilité de la part de l'État pour pouvoir les protéger. Mieux, il faut quand même s'entendre que Dadis, il doit pouvoir vivre. Ces acteurs-là doivent pouvoir vivre et être en mesure de parler. Mieux, pour que ce procès-là aboutisse, il faudrait justement que le ministre de la Justice et les principaux acteurs dans ce dossier, les juges notamment, et certains avocats, méritent également d'être suivis pour éviter que quelque chose de dommageable leur arrive. En terminant, Lamine, si tu permets, pourquoi j'évoquais le cas quand Mara évoquait tout à l'heure le fait que le 28 septembre ait servi finalement de sorte de sève
qui aura construit chez nos forces de défense et de sécurité ce comportement assez libre pour tirer sur la gâchette. Moi, les témoignages que j'ai lus et que j'ai entendus notamment m'évoquent un autre corps en particulier. C'est pourquoi le débat là aussi doit se poser. Est-ce les forces de défense et de sécurité régulières de la République de Guinée qui ont agi là-bas, ou ces jeunes qui avaient un turban rouge qui évoque bien l'Ilumo ou les Kamadjo à l'époque? Est-ce eux? Ça également, ça doit pouvoir se faire. Et en définitive, le procès du 28 septembre va certainement ouvrir un cycle de procès. Bien. Parce que ce n'est pas le seul cas que nous avons. Il y en a d'autres. Finissons avec ça, on va aller ouvrir les autres. Bien. Vous restez avec nous sur Radio Espace à suivre à 10h. Serge Daniel nous rejoindra dans cette émission, mesdames et messieurs. Nous allons joindre également Maître Pépé Antoine Lama, pôle des avocats de Dadis Camara. Beaucoup d'autres sujets à venir ce matin chez les GG.